Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, à savoir mes lectures que j'ai pu faire au mois de mai. Il faut savoir qu'il y a pas mal de lectures et très variées au niveau que ce soit des genres, mais également de mes avis, c'est-à-dire qu'on va avoir de la très bonne lecture jusqu'à de la déception, de l'abandon. On va avoir pas mal de one-shot, mais également des débuts de saga, des continuités et des fins de saga. On a du thriller, du fantasy, du fantastique, on va avoir de la réécriture de contes, on a je crois du contemporain, de la BD et également du science-fiction space opéra. Donc autant vous dire que ça va être une vidéo avec des lectures très riches. Je vais tout vous présenter, j'en ai que deux à vous présenter réellement au format papier que je vais avoir. Les autres je vais vous les afficher, tout simplement parce que ce sont des livres que je n'ai pas décidé de garder. Non pas que ce soit de mauvaises lectures, mais tout simplement il y a certains livres que je n'ai pas forcément envie de garder parce que j'ai envie de les faire voyager et de les faire continuer un petit peu, de circuler plutôt. Donc voilà, ce n'est pas que mon avis est bon ou pas, c'est juste que je me sépare très facilement de mes livres et donc même si j'ai passé un bon moment, il y en a certains, je vais dire bon, je le relirai pas, j'ai pas forcément envie de le garder dans ma bibliothèque, donc il va voyager ailleurs. J'ai tout de même 7 livres à vous présenter, dont 2 livres que je vais vous présenter ensemble parce que c'est un tome 2 et un tome 3, donc en soi 6 avis à vous faire. Alors on va tout de suite entamer les hostilités pour ne pas que la vidéo soit trop longue avec le tome 1 de La couleur des nébuleuses. C'est écrit par Amandine Peter et c'est publié ici aux éditions Explora. C'est un roman que j'avais entendu parler il y a plusieurs années et dont la thématique m'avait vraiment intéressée. Et là je vais sur ma plateforme de livres audio et je vois que le tome 1 était compris dans l'abonnement, c'est-à-dire complètement gratuit en plus de ce que je paye chaque mois. Donc je me suis dit bah allez go, on va écouter le premier tome parce qu'il est à disposition sur un plateau d'argent en mode lis-le, regarde, il est là, il t'attend. Il n'y a vraiment rien à faire, juste à appuyer sur le bouton télécharger et écouter. Autant vous dire que j'ai vraiment passé un excellent moment dans ce tome 1 qui est un univers de science-fiction avec un fond de space opéra où l'on y suit vraiment un univers avec différentes planètes, avec différents systèmes, avec chaque planète qui a son organisation, son but, son rôle, ses personnages, sa petite hiérarchie sur sa petite planète, et on y suit Annie, notre protagoniste, qui est vouée à être intouchable, c'est-à-dire grosso modo pas de mari, pas d'enfant, pas de famille, vraiment elle va rester entre guillemets intouchable toute sa vie, et on la suit je crois quelques jours avant sa cérémonie, donc pour ses 18 ans ou ses 21 ans, je ne sais plus exactement, mais vous voyez au niveau de l'âge adulte à peu près. Sauf que vous vous doutez bien que cette cérémonie n'aura pas lieu parce qu'il va se passer quelque chose, en l'occurrence une attaque, et que Annie, qui avait décidé d'être une intouchable pour toute sa vie, mais sauf qu'il y a d'autres personnages qui avaient d'autres dessins pour elle et pour plusieurs raisons, pour différentes causes et différents buts tout simplement. Donc on y suit Annie qui se retrouve un petit peu projetée dans cet univers, qui va découvrir énormément de choses au-delà de tout ce qu'elle pensait, c'est-à-dire juste être une personne qui allait étudier les manuscrits, les ouvrages toute sa vie pour vraiment transmettre l'historique, etc. Là elle va vraiment aller à fond dans cet univers, elle va aller dans le vaisseau, à rencontrer des personnages qui la prennent, je dirais pas en otage parce qu'ils la sauvent, mais bon gré mal gré, et finalement elle va se retrouver à s'attacher à ces personnages, à les découvrir et à quasiment devenir une famille, à devenir un petit peu membre de cet équipage. Dans tous les cas je ne vous spoil rien, on le devine, on le sait parce qu'elle arrive dans cet équipage et les personnages la suivent au fur et à mesure. On va pas du point A au point B directement, on va aller voir différentes planètes, découvrir plein de choses qui amènent énormément de détails et de richesse à chaque fois dans cet univers, et c'est ça que j'ai trouvé excellent. On a un rythme qui est très bien mené, c'est-à-dire qu'on va avoir des actions, du dynamisme, on va découvrir énormément de choses, des personnages, des événements qui arrivent comme ça, des rebondissements, mais sans pour autant nous perdre parce que le rythme est très bien tenu. On va avoir des moments un peu plus calmes où notre personnage va pouvoir ressasser tout ce qui s'est passé, va pouvoir se poser plein de questions, questionner les autres personnages, et vraiment c'est tous ces petits moments dans le vaisseau va nous permettre de stabiliser un petit peu ce rythme qui va être parfois effréné, parfois un peu moins, mais dans tous les cas je trouve qu'on a un rythme qui est très bien tenu. On a une intrigue qui nous emmène du début à la fin, on a un dynamisme qui est très bien géré, et franchement pour moi ce premier tome est une réelle réussite, donc je me languis de lire ou d'écouter le tome 2, enfin la suite de la saga. Si je peux comparer cette histoire à un autre roman, je pourrais le comparer à La Sphère d'Alexiane de Lys, qui pour le coup ici c'est un one shot. Après vous allez me dire Camille, tu lis pas beaucoup de science-fiction, donc si t'en lis un et que t'en lis un deuxième, forcément tu vas trouver des similitudes entre les deux. Oui je sais, mais n'empêche que j'ai pensé à ce roman, donc je veux rapidement faire le lien également pour vous en parler, que si jamais vous avez lu ou aimé celui-ci, l'autre puisse vous attirer également ou inversement. En tout cas pour moi c'est un très bon tome 1 et
je vais sûrement découvrir la suite, je ne sais pas quand parce que j'ai commencé dernièrement pas mal de sagas sur Audible, mais ça viendra. Mais en tout cas, le tome 1 était vraiment une très belle découverte. Ensuite, j'ai pu découvrir, pareil, après en avoir entendu parler il y a quelques années sur Instagram surtout, parce que sur YouTube, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais j'ai pu trouver en boîte à livres Le Vieux qui lisait des romans d'amour. C'est écrit par Luis Sepulveda et c'est publié aux éditions Point, donc il y a plusieurs éditions, comme tous les livres, j'ai envie de vous dire quasiment. Mais moi voilà, je l'ai trouvé en boîte à livres, donc j'ai juste pris l'édition qui me tombait dessus, qui m'a trouvé. Et je vais pas vraiment vous faire de résumé parce que c'est un livre qui est assez petit au niveau des pages. Il doit faire, sans vous dire de bêtises, entre 130 et 150 pages. On y suit un vieux qui a vécu avec la tribu amazonienne, mais plus maintenant, donc je vous laisse découvrir pourquoi en lisant cette histoire. Et on a aussi ce côté où il lit des romans d'amour et j'ai adoré parce qu'on a énormément de messages qui nous sont véhiculés dans cette petite histoire. C'est-à-dire qu'on va avoir tout d'abord le côté de la littérature, de la langue, de l'écriture qui sont très bien amenés et comme quoi on a une richesse de la langue qu'on ne se rend même plus compte en fait, parce qu'on va avoir un dialecte assez basique de tous les jours, etc. Alors que quand on voit tous les mots que l'on pourrait utiliser, placer dans des petites conversations pour vraiment l'enrichir, on se dit mais en fait on passe à côté de ça, on ne s'en rend même plus compte alors qu'on a une langue qui est extrêmement riche. Et on le voit parce que en fait ce vieux, donc comme dit dans le titre, il lit des romans d'amour et on a vraiment ce côté où il nous explique qu'il peine, qu'il a des difficultés à lire, donc il va déchiffrer un mot, vraiment s'imprégner du mot, comprendre le sens profond, lire le deuxième mot, pareil, et vraiment comprendre le sens, comment est-ce qu'il est utilisé, son sens profond, etc. Comment est-ce qu'il va se marier avec le premier mot, il va faire ça avec tous les mots de la phrase et ensuite lire la phrase en entier. Et je trouve que c'est vraiment très bien abordé, c'est beau de voir un petit peu la littérature de ce point de vue là, donc de ce côté là j'ai beaucoup aimé. On a ensuite, comme je vous ai dit, une reconnaissance et un apprentissage sur le peuple de l'Amazonie, sur le peuple amazonien, sur le peuple d'Amazonie, oui, tout simplement, avec tout simplement les traditions et le respect de la culture, parce qu'il y a certaines choses où on se dit mais ils font ça, mais ça va être des sauvages, des bêtes, enfin vous voyez tous les mots qu'on peut qualifier, qu'on a déjà entendus forcément. Et en fait quand on voit le pourquoi de ces traditions sont mises en place et pourquoi est-ce qu'elles sont perpétuées, pourquoi est-ce qu'elles perdurent, tout prend sens. Et en fait je pense qu'il y a certaines choses où on devrait se dire mais eux vivent au contact de la nature tout le temps, eux vivent au contact des animaux tout le temps. Donc je pense que s'il y a vraiment un peuple qui était respectueux de tout ça, au vu de leur tradition et de leur façon de faire, s'il y a un peuple qu'il faudrait prendre exemple dessus, ce serait eux. Et je trouve que, bon, forcément on est dans une société où on juge énormément, où on va cracher les uns sur les autres, où on va tout simplement voir notre confort et toi tu fais pas comme moi, c'est pas bien, toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ça, au lieu de dire bah toi tu fais ça, c'est bien, pourquoi tu le fais, enfin vraiment d'essayer de comparer nos expériences. On est dans une société de jugement, de moi je, et forcément ça ne va pas du tout avec les traditions qui nous sont contées dans ce récit et c'est vraiment très beau, ça remet beaucoup de choses à leur place finalement. Et on a également tout ce qui est du point de vue de la chasse et du braconnage, avec cette dénonciation et toutes les conséquences de ce que cela amène, et également par rapport à la nature et les végétaux. Enfin vraiment je trouve que cette histoire est assez courte, mais pour autant on y voit plein de choses dedans, au niveau des messages, au niveau de ce qui nous est véhiculé. Donc moi je trouve que c'était une très bonne lecture, très bien à lire pour cette période estivale où vraiment on est au cœur de la nature qui est vraiment florissante et qui nous entoure de partout, même quand on ne la voit pas, par exemple en hiver. En fait c'est juste que bah, on ne la voit pas donc on ne s'en rend pas compte, mais je trouve que c'est un très bon roman. Ce n'est pas un coup de cœur, mais au vu de tous les messages qu'il véhicule, je l'ai trouvé très intéressant. Nous allons continuer avec le tome 2 et 3 de Saga que j'ai pu donc continuer et clôturer. Je suis hyper fière de moi parce que c'est une saga que j'avais commencé il y a quelques années, où je plaçais désespérément le tome 2 dans mes piles à lire, dans mes challenges, dans tout ce que vous voulez. Je ne le lisais pas et là je me suis dit allez tu vas te bouger le derrière Camille et tu vas découvrir cette saga, parce qu'au bout d'un moment tu vas l'abandonner et tu vas la laisser en plan. Et franchement après l'avoir lu je vous dis mais quel dommage ça aurait été de ne pas la découvrir et de ne pas la continuer. Alors j'ai un petit peu triché parce que j'avais les tomes 2 et 3 en anglais dans ma pile à lire et finalement je les ai écoutés en audio en français, mais ça m'a pas gêné parce que je pense qu'en anglais je me serais pas laissé tenter, j'aurais trop laissé traîner et malheureusement il serait finalement parti de ma pile à lire, alors que là j'ai dit allez on les écoute en audio et on continue la saga pour voir ce qu'il en est au moins du tome 2. J'avais vraiment peur en fait de ne pas raccrocher les wagons, c'est pour ça que j'avais vraiment laissé traîner. Mais avant toute chose je vais vous dire surtout de quoi il s'agit. Il s'agit de la saga Un sort si noir et éternel, c'est écrit par Brigitte Kemmerer et c'est publié aux éditions, je voudrais pas vous dire une bêtise donc je ne vous dirai rien pour la version française,
française, mais la version anglaise c'était publié aux éditions Bloomsbury. Donc le tome 1 je l'ai lu en français et comme je vous dis le tome 2 et 3 j'avais en version anglaise. Le tome 1 je l'ai lu il y a très longtemps, c'est une réécriture de La Belle et la Bête dans notre époque actuelle qui est très bien revisitée. Franchement je l'ai beaucoup aimé parce qu'on a notre personnage principal qui se trouve avoir un handicap invisible, donc j'avais bien aimé cette dimension là qui était apportée, qui avait été très bien exploitée dans le tome 1. On en entend un peu moins parler dans le tome 2 et 3, mais j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça montre vraiment que c'est pas quelque chose qui doit être mis en avant, qui doit prédominer, qui regardez je vous rappelle qu'il y a ça, je vous rappelle, non, il y a ça certes, maintenant le personnage fait avec, elle a appris à faire avec et elle a appris à même s'en servir en fait pour que ça ne soit pas un frein mais qu'elle puisse s'en servir autrement. Donc j'avais vraiment apprécié le tome 1 de cette saga et le tome 2 en fait ce qui me faisait peur comme je vous ai dit c'était de ne pas raccrocher les wagons, d'avoir peur d'être perdu dans cette histoire. Et en fait il faut dire que le tome 2 nous emmène vraiment par la main parce que c'est pas qu'on a un résumé spoilant au début mais on a vraiment ce truc qui nous dit que il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça sans le dire comme ça en fait. Ça nous est vraiment ramené petit à petit de manière très fluide pour qu'au final on soit emmené et franchement j'ai tout de suite raccroché tous les wagons même si il y a eu plusieurs années entre le tome 1 et le tome 2 donc c'est pour dire parce que j'avais vraiment peur d'être perdue. Honnêtement le tome 2 est mon tome préféré de la saga parce que le tome 3 il y avait une fin un petit peu attendue. J'ai trouvé qu'on se replaçait vraiment dans le schéma young adulte avec un petit peu plus de présence de romance mais sans non plus que ce soit trop présent parce que sinon vous me connaissez ça aurait été très compliqué pour terminer la saga mais franchement ça ne disons que ça ne baisse pas du tout le niveau de la saga. Juste je me dis moi j'ai préféré le tome 2 à fond parce que là on a un enrichissement des personnages où on a également en fait dans le tome 1 on y suit surtout Harper qui est notre protagoniste féminin et Ren qui est donc la bête pour reparler de La Belle et la Bête. Donc il y a plusieurs personnages mais on y suit avant tout Ren et Harper au niveau des points de vue. Je crois qu'on suit que ces deux points de vue là alors qu'à partir du tome 2 on y suit 3, 4 voire 5 points de vue et on n'est pas du tout perdu parce que les personnages sont amenés au fur et à mesure, sont vraiment bien amenés, on a des révélations, la trilogie ne s'essouffle pas du tout, c'est-à-dire qu'on a des rebondissements sans que ça parte en se disant mais là non ça n'a rien à voir, là ça sort de nulle part, non ça concorde, c'est logique, ça se suit, c'est dynamique, c'est vraiment très riche, nos personnages grandissent et sont logiques dans leurs actions, ce sont des jeunes qui arrivent au trône, qui se retrouvent devoir gérer tout un royaume et on se dit mais t'as 18 ans, tu te retrouves à devoir gérer un royaume dans un univers que Harper ne connaît pas du tout et en fait je trouve que les personnages sont vraiment bien représentés et bien construits par rapport à leur caractère. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages avec des forts caractères qui vont faire des actions et qui sont vraiment à ne pas réfléchir, des têtes brûlées ou voilà, et d'autres personnages qui sont pas du tout comme ça mais ce sont pas des personnages comment dire qui ont des caractères de façade. C'est-à-dire que on a nos personnages qui sont représentés comme ça et quand on suit leur point de vue on se dit mais en fait ils sont, enfin vous voyez on a vraiment la ligne avec le personnage en surface et on plonge à l'intérieur de ce personnage avec ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses angoisses, tout ce qu'il a, ses envies, ses désirs, ses volontés, enfin vraiment j'ai trouvé cet univers et ces personnages très riches. Encore une fois le tome 2 reste mon tome et restera mon tome préféré. Je dirais que ce qui m'a le plus plu au niveau des 3 tomes c'est ce changement de point de vue parce que ça apporte réellement une richesse dans les personnages, dans les différents royaumes que l'on va suivre et que l'on va découvrir au fur et à mesure et moi j'ai adoré. J'ai adoré cette saga, ça a été une très bonne saga. On en a pas mal entendu parler parce que maintenant faut dire que ça traîne depuis plusieurs années dans ma pile à lire donc je suis certainement pas la première à vous la faire découvrir. Mais vraiment si vous recherchez une réécriture de conte de La Belle et la Bête, foncez sur celle-ci en trilogie, elle est vraiment très bien. Alors je sais, enfin moi ce qui pêche un peu c'est que je trouve qu'on voit énormément de réécriture de contes sur La Belle et la Bête, sur La Petite Sirène, mais très peu sur d'autres contes. Alors certes La Belle et la Bête c'est vraiment un conte qui est, mais je trouve réécrit et réécrit, on en voit partout des réécritures de contes, mais il y a d'autres réécritures de contes, par exemple je vais dire un truc comme Pinocchio, comme Blanche-Neige, comme tout ça, où on en voit beaucoup moins et du coup je peux comprendre si vous n'avez pas envie de lire cette saga parce que vous voulez plus de réécriture de La Belle et la Bête, mais si jamais vous voulez une réécriture, foncez vers celle-ci, elle ne va que vous emporter si vous êtes réceptif au young adulte, si vous ne recherchez pas non plus un univers vraiment adulte. Sachant que pour moi le tome 1 est vraiment très bien, enfin après j'en ai moins de souvenirs mais je vous remettrai dans le petit i mon avis que je vous ai fait sur le tome 1. Le tome 2 reste mon préféré, le mieux. Le tome 3 on retourne un petit peu dans ce schéma on va dire narratif du young adulte mais ça ne m'a pas gêné pour autant. Donc vraiment si vous recherchez une réécriture,
foncez. Bon alors il faut savoir que ma dernière lecture du mois de mai a été une déception et même un abandon. J'ai pas envie de vous le présenter en dernière lecture, en dernier livre de cette vidéo pour ne pas conclure sur une déception. Donc je vais vous en parler maintenant. Il s'agit de Sur tes traces de Harlan Coben, publié aux éditions Belfond. Alors ça promettait d'être assez sympa. Il faut dire que j'avais lu un livre d'Harlan Coben il y a très longtemps, il y a au moins 6 ans, et que j'en étais venue à bout, hein, mais j'avais passé plus de 2 mois sur ce livre. C'était vraiment au moment où je ne lisais pas du tout, enfin pas beaucoup, donc voilà, c'était pas du tout pareil, mais je l'avais trouvé bien construit, mais très plat, très descriptif, très lent, très... j'avais pas du tout accroché à l'écriture d'Harlan Coben, et là je me suis dit, allez, il est très gros, il fait quoi, 300 pages, il va se lire très rapidement, allez, on retente. Et Evali m'a dit, il faut que tu le lises, il est génial, et malheureusement, je crois que j'ai passé plus d'une semaine, voire 2 semaines. 2 semaines après, j'étais à la page 80, vraiment je lisais 3 pages, et puis je sortais le nez du bouquin, et puis je parlais d'autres choses, et puis je sortais, vraiment impossible de m'y concentrer, impossible d'être accroché dedans. Je trouvais qu'au bout de 80 pages, il ne se passait absolument rien, alors que vous allez me dire, il va pas plus se passer de choses que dans un autre roman, peut-être, mais c'est que là je n'ai pas du tout été accrochée, il se passait des trucs, et au bout de 80 pages, je me dis, c'est long, ça m'intéresse pas et tout, donc ça a été un abandon. D'habitude, je ne flanche jamais, j'essaye d'aller au moins jusqu'à la page 100, voire 115, c'est un petit peu ma limite entre 100 et 115 pages pour me dire, ok, t'accroches pas, tu l'abandonnes, mais là vraiment 80 pages, je me suis dit là si dans 2 pages les personnages ils meurent tous, voilà, vraiment je m'en fiche. Voilà, il n'y avait pas non plus trop de but à continuer à me forcer, la lecture restant un plaisir, c'est pas une lecture que j'ai continuée. Je ne dis pas du coup que l'histoire est mauvaise, mais tout simplement que la plume d'Harlan Coben n'est définitivement vraiment pas faite pour moi. C'est assez dommage, mais vraiment je n'ai ressenti aucune accroche à cette histoire, aucun intérêt franchement. Au début un petit peu, je me suis dit ouais ça peut être sympa, et en fait c'est retombé, aucun questionnement que j'ai pu moi me faire par rapport à cette histoire, donc ça a été un abandon. C'est dommage, mais c'est comme ça, il faut que ça arrive de temps en temps. Il y a tellement de belles lectures que je fais à côté que c'est pas grave, ça peut arriver. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une BD et c'est Le Grand Migrateur, écrit par Lebon et Djour, et c'est publié ici aux éditions Rue de Sèvres. Je vous mettrai des petits close-up pour vous montrer un petit peu les illustrations, la couleur et les planches. On est tout simplement sur une histoire où l'on va suivre une grand-mère avec un petit dinosaure qui partent dans un périple, comme ça, hop, pour poursuivre le Grand Migrateur, qui est donc le personnage que l'on voit derrière, pour faire son périple, son parcours et parvenir à bonne destination, puisqu'ils sont un petit peu les gardiens de la Terre, des êtres qui sont indispensables pour garantir la bonne continuité de l'espèce de tout, finalement, de la Terre. Dans l'ensemble, c'était une plutôt bonne lecture. Je vous avoue avoir eu l'impression de survoler le récit, étant donné que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi jeunesse, c'est-à-dire que j'aurais aimé suivre les personnages un petit peu plus en profondeur. L'histoire également, j'avoue que la place du dinosaure, elle est plus comme une place de meuble en fait, c'est-à-dire que le dinosaure est là, mais il n'a pas un réel intérêt dans cette histoire, donc j'étais un peu déçue là-dessus parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais bon, c'est pas très grave. On a une petite intrigue qui tient de fil rouge tout le long de l'histoire, vraiment par contre ça tient la route, c'est-à-dire qu'on a une petite intrigue à la clé, des petits messages, on a voilà des petites morales finalement sur la nature, sur le fait d'accepter les différences de chacun, sur le respect de beaucoup de choses. C'était sympa, mais encore une fois, je pense que j'étais pas déçue, mais j'attendais à ce que ce soit un petit peu moins jeunesse, et en fait ça a été très jeunesse. Pour moi c'est un livre qu'on peut lire quasiment dès qu'un enfant apprend à lire. Après il y a des petits termes un petit peu plus complexes où là on peut lire avec l'enfant, mais dès 8-10 ans c'est une BD qu'on peut lire. Enfin franchement, si vous recherchez une BD jeunesse, foncez. Moi je vais la garder, mais je vais la garder pour quand je garde des enfants ou autre, parce que ça peut toujours être utile, mais sinon pour moi je trouve que c'était trop jeunesse par rapport à ce que j'attendais, donc je vais pas dire que j'étais déçue parce que je ne savais pas non plus que j'allais aller dans une BD aussi jeunesse. Mais voilà, si vous voulez une BD très jeunesse, foncez, sinon ça va être trop jeunesse pour vous. Cela dit, c'était assez doux, entraînant, et avec tous les moments en fait des petites touches d'humour qui sont apportées, donc j'ai tout de même passé un bon moment de lecture. Ça, je le remets pas en question. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Alunia, le tome 1, écrit et illustré par Tifs, et c'est publié ici aux éditions Plume Blanche. Et donc le tome 1 c'est... non, il n'y a pas de titre au tome 1, c'est Mourir et mieux vivre, où l'on suit tout simplement Lee, qui est une jeune femme passionnée de photographie et passionnée aussi par les orages. Elle en a un petit peu marre de sa vie, où je crois elle travaille dans un restaurant, je crois, parce qu'on le suit vraiment ça qu'au tout début. Et en fait, un jour d'orage, elle se retrouve aller dehors pour photographier, il y a un éclair qui lui tombe dessus et elle meurt. Je veux dire que c'est la fin de l'histoire, parce que sinon vous me direz mais qu'est-ce qui se passe? En fait elle se réveille dans un tout autre monde où on va découvrir ce monde avec elle, où elle a une place prépondérante, elle a une place majeure et un rôle aussi très important.
C'est un monde de rébellion, de clans, pas de guerre, mais de créatures, de monstres et de capacités cachées. Les personnages sont vraiment très bien construits et crédibles. On a vraiment des personnages avec une histoire, avec des facultés, avec différentes provenances, mais également différents buts. On y suit ici majoritairement le point de vue de Lee. On a d'autres points de vue aussi, mais c'est pas principal. C'est-à-dire qu'on va pas suivre genre un chapitre sur 2 ou un chapitre sur 3. Là, on suit quelques chapitres du point de vue d'un autre personnage. C'est pas majeur, mais ça a quand même toute sa place et ça devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'on évolue dans ce tome 1 et pour la suite du tome 2. Chaque personnage ajoute une plus-value dans cette histoire et on a vraiment un dynamisme, un rythme qui est très bien géré entre les actions, les moments d'entraînement, les moments de repos, les moments de révélation, mais également de changement de chapitre. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose. On a également la thématique du handicap qui est abordée, je ne vous dis pas comment. Encore une fois, c'est vraiment bien abordé, c'est pas juste là pour dire regardez, j'aborde cette thématique là. Non, c'est vraiment abordé dans l'histoire sans dire il se passe ça parce que je suis comme ça. Non, c'est juste je suis comme ça, voilà, c'est un fait, maintenant j'avance. Donc j'ai trouvé ce côté là vraiment très bien parce que j'aime pas quand c'est fait comme un cheveu sur la soupe juste pour dire j'ai abordé cette thématique, regardez, je l'ai fait. Pour moi, ce tome 1 est vraiment très bien mené, très bien décrit avec un fil rouge qui nous tient du début à la fin. Nous avons des personnages assez hauts en couleur, assez différents et on s'attache pas forcément à ceux que... Enfin pour ma part, je me suis pas forcément attachée à ceux que l'on nous décrit le plus ou à ceux que Lee s'attache le plus finalement parce que le seul petit point négatif que j'aurais à redire, mais attention, ce n'est pas un point négatif dans le sens où c'est négatif dans l'histoire, c'est vraiment par rapport à moi où je me rends compte que le fantastique et le fantasy young adulte me correspond un petit peu moins avec ces schémas où je trouve de plus en plus des personnages qui sont assez caricaturés, des relations assez entre guillemets typiques où ça va être le chef de clan ou le rebelle, vous savez, des cris, tout ça. Forcément, il va y avoir une romance entre les deux. Enfin, je vous spoil rien, mais il y a des moments où je me dis cette lecture est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce tome 1, et je dirais pas qu'il est parfait, mais c'était un très très bon tome 1. J'ai passé un excellent moment, mais je me rends compte que j'ai moins accroché que ce que j'aurais pu il y a quelques années parce que le young adulte fait me rendre compte où je me dis il y a plus de stéréotypes, peut-être plus des personnages clichés avec des relations où on se dit bon bah un tel ça va être avec un tel, là ils vont se lier comme ça et tout parce que voilà il va se passer ça et c'est ce qui se passe. Donc c'est pas en soi un point négatif que j'ai à mettre sur l'histoire, c'est vraiment que moi c'est plus un schéma narratif qui me correspond, donc c'est ce que j'ai relevé entre guillemets en négatif dans cette histoire, mais je sais pas si vous voyez. C'est comme si moi je lis une romance et que je vous dis la romance je l'ai pas aimé ce livre. Ça ne veut dire pas, ça ne veut pas dire que le livre est mauvais, ça veut juste dire que c'est pas mon truc à moi. Et là je pense que c'est ce que j'ai retrouvé dans cette histoire où je me rends compte que c'est moins mon truc maintenant de lire des fantasy ou fantastiques jeunes adultes parce que voilà, je pense que j'évolue juste dans mes lectures et qu'il y a certaines choses où je me dis ça c'est plus trop ce qui me correspond, mais pour autant j'ai très envie d'aller dans le tome 2 et dans le tome Elvira qui est un tome indépendant. Ça, mon envie en reste intacte parce que je me dis voilà, dans certains moments où j'aurais juste envie d'une lecture, passer un bon moment où je sais que l'univers va me plaire, j'irai à fond dedans et je sais que je vais passer un très bon moment. Et faut dire qu'il était temps parce que ça fait 2 ans depuis le 14 mai que j'ai ce livre dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté au salon de lire à Limoges où j'avais pu rencontrer Tiffs, acheter les 2 premiers tomes et en 2023 j'ai pu lui acheter Elvira. Donc il fallait un moment que je commence cette saga parce que honnêtement, non mais regardez la beauté de la dédicace s'il vous plaît. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous... Les pinottes qui me bougent tout, c'est formidable. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que certains livres auront pu vous intéresser, vous intriguer, ou peut-être vous dire ah mais j'ai celui-ci dans ma palle ou dans ma wishlist, il faut peut-être que je m'y penche un peu plus. En tout cas, je l'espère de tout cœur, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue avec toutes les lectures que je vous ai présentées. J'espère que, encore une fois, vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!